Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1202 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 19 mars 2026. Cette semaine, dans le Flash Actu, le salon de la photo change de nom. Panasonic lance un nouveau micro-canon pour ses Lumix. Baptiste nous parle du nouveau 70-200 mm f2.8 de Nikon pour le coup de cœur Fox de la semaine. Et enfin, Laowa lance un ultra grand angle à bascule et décentrement. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le salon de la photo n'est plus. Pas de panique, l'événement incontournable pour les amoureux de photos qui se déroule tous les ans à Paris, sous la grande halle de la Villette, aura bien lieu en octobre prochain. Le salon, comme on l'appelle dans le milieu, change juste de nom et devient Salon Photo et Vidéo. Ce changement de nom, beaucoup plus en phase avec les usages actuels des créateurs d'images, va s'accompagner d'une nouvelle expérience inédite conçue comme un véritable carrefour entre photographie et vidéo. On écoute la directrice du salon organisé par Comexposium, Marianne Chandernagor, nous en dire un mot. Alors, le salon de la photo devient effectivement un salon de la photo et de la vidéo. Ça faisait quelque temps qu'on envisageait ce changement juste pour, traduire un peu la réalité du marché et puis de la demande surtout des visiteurs, hein, du salon de la photo. Puis même plus largement, pas que les visiteurs, mais les pratiquants de photo puisque on a mené aussi une enquête sur le sujet auprès de pratiquants qui viendraient pas forcément encore sur le salon et on s'est dit, qu'il était temps effectivement d'afficher plus officiellement quelque chose qui existait déjà un peu sur le salon, c'était cet élargissement, à la vidéo. Et sur le salon d'ailleurs, on a déjà, hein, de toute façon, du matériel vidéo qui était présenté. On avait même sur certains stands, je pense à Fuji, je pense à Nikon, des caméras, cinéma qui étaient, présentées. Et donc en fait, on est venu juste traduire un peu officiellement cette évolution dans la marque pour que ce soit clair pour tous les publics, notre public fidèle et éventuellement des nouveaux, visiteurs qui voudraient venir sur, le salon. L'idée, c'est juste d'améliorer l'expérience, de rajouter une petite brique en plus et ne pas substituer des choses qu'on faisait déjà sur la photo par la vidéo. Donc c'est juste rajouter une expérience supplémentaire. En fait, la vidéo, elle va être un peu traitée comme un fil rouge sur le salon. On a des espaces d'animation qui sont, très connus du public, hein, sur le salon, que ce soit notre scène live avec tous les créateurs de contenu qui viennent témoigner, notre espace en auditorium des grandes rencontres avec des grands témoins, de la photo qui viennent donner un peu leur expérience. Et bien là, en fait, systématiquement sur l'ensemble des espaces d'animation, il y aura une touche vidéo. Donc des témoignages sur des créateurs de contenu sur de la vidéo, des grands témoins qui peuvent être des réalisateurs, des chefs op sur les grandes rencontres. Également sur notre thématique de conférence, hem, pour les pros, le sujet de la vidéo et en quoi le sujet de la vidéo peut être intéressant, à traiter dans le cadre du développement de leur business. Et puis aussi au niveau des expos, on aura toujours, hein, une dizaine d'expos dédiées à la photo, mais notamment peut-être sur notre grande expo, dont on n'a pas encore parlé, mais notre grande expo pour, le bicentenaire, de la photo. Et bien à la fin de ce parcours, sur, cette rétrospective de la photo, il y aura sans doute également, un corner dédié à la vidéo qui fait partie des usages évidemment aujourd'hui. On ne peut pas parler d'image en fait en se limitant à la photo aujourd'hui et on devait, intégrer cette notion de la vidéo. Pour adopter le nom, je pense, quand on est un fidèle du salon, il va être très difficile de se retirer de la tête le salon de la photo et en soi, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que notamment, le public qui ne venait pas sur un salon de la photo, par exemple, comprenne que le salon de la photo, il est upgradé, qu'il est multiplié et qu'il y a de la vidéo. Donc je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que le contenu est amélioré. Après, ça va être très dur, même pour nous, hein, de basculer de salon de la photo à salon de la photo vidéo. Mais pour autant, c'est pas très grave puisque, le salon de la photo va rester quand même ce qu'il est depuis des années. C'est juste qu'on a, nous, évidemment, l'obligation, en tant qu'organisateur de salon, de se renouveler, de coller aux tendances, du marché. On ne peut pas juste rester dans quelque chose qui ronronne et qui fonctionne de la même manière, chaque année. Donc chaque année, on se remet en question et bah, là, c'est une remise en question pour, quelques années et ça va nous prendre du temps aussi, hein, pour installer, ce contenu-là. Mais nous, on y croit et donc on est content de pouvoir, le partager d'ores et déjà pour la prochaine édition.
L'édition 2026 du salon photo et vidéo se déroulera du 8 au 11 octobre à Paris, sous la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement. Avis aux vidéastes sensibles à l'audio dans leur création. Panasonic a annoncé un nouveau micro sans fil compatible naturellement avec ses hybrides Lumix. Il s'agit du DMW DMS1 et se compose d'un petit module externe conçu pour se positionner sur la griffe porte-accessoires sur le dessus d'un boîtier. C'est un micro-canon à 4 capsules qui offre 6 modes de directivité: cardioïde, super cardioïde avant-arrière, bidirectionnel, stéréo 90 degrés et stéréo large 120 degrés. On retrouve un enregistrement possible sur 4 canaux et avant tout un enregistrement sur 32 bits. Panasonic a aussi intégré une suspension interne flottante à l'intérieur du module pour limiter l'impact des vibrations sur l'enregistrement. Niveau réglage, on retrouve sur le côté du module un limiteur, un réglage du gain, une réduction du bruit et une réduction pour le vent. Le nouveau Panasonic DMW DMS1 sera disponible mi-mars et proposé au prix de 399 euros. On continue avec Baptiste Soto qui nous parle cette semaine de la seconde génération de 70-200 mm f2.8 constant Nikon en série S. Alors, ces dernières années, on est particulièrement friand des secondes générations d'optiques parce que ce soit chez Canon, chez Nikon, chez Fuji, chez Sony, elles ont toutes apporté à minima un même améliorateur, une réduction drastique du volume et du poids des produits. Ça, c'est top, puisque je rappelle quand même que lorsqu'on a basculé sur de l'hybride, une partie importante de la promesse qui était faite par les constructeurs était l'allègement du sac photo. Alors, on est plus que ravis de voir que cette promesse est amplement tenue par tous les constructeurs qui réduisent l'encombrement des produits tout en maintenant ou en améliorant le niveau d'exigence et de qualité. Et c'est là qu'intervient Nikon, qui a la brillante idée de nous sortir une nouvelle version de son 70-200 ouverture 2.8 en monture Z. L'allègement de l'optique télé phare de la gamme, ça reste un enjeu crucial pour tous les passionnés et j'ai une pensée particulière pour tous les amateurs de photos sportives ou animalières qui peuvent difficilement se passer de ce genre d'optique. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, ce beau bébé? Premier point, comme promis, il est nettement plus léger et compact. Donc, il a un poids qui est de 998 grammes. On passe sous la barre psychologique des 1 kg et on gagne surtout 362 grammes par rapport à la version précédente. C'est énorme. Il perd aussi 12 mm. Il est un petit peu plus court. On va arrondir à 1 cm. Ce sera plus parlant. Alors, deuxième point, il est équipé d'un AF qui a la particularité d'être absolument imprononçable, sauf pour les professeurs d'anglais à Oxford, avec le Silky Swift VCM. Autant dire que si vous en parlez en mangeant de la semoule, vous allez arroser toute la tablée. Je la refais. Silky Swift VCM. Vous avez l'image? Bon, plus sérieusement, c'est un moteur à bobine acoustique. C'est le même type de moteur qui équipe les membranes des enceintes hi-fi, ce qui permet de réduire drastiquement à la fois le bruit et les vibrations. Nikon annonce par ailleurs qu'il est 3,5 fois plus rapide que sur la précédente génération. Troisième point majeur, c'est un zoom interne, ce qui veut dire que l'optique ne bouge pas quand on zoome. Ça permet que le centre de gravité de l'objectif ne bouge absolument pas, ce qui est crucial, notamment quand on utilise un stabilisateur en vidéo. Sinon, ça veut dire qu'avec le changement de centre de gravité, on va avoir l'optique qui bascule vers l'avant ou vers l'arrière. Ça permet aussi de faciliter l'accessorisation de l'optique, puisque son gabarit reste inchangé, quelle que soit la focale. Pour prendre un exemple tout simple, quand on veut mettre des housses anti-pluie, ça permet d'avoir un même gabarit et qu'on soit en télé ou en 70 ou en 200 mm, ça va bien fonctionner. Ensuite, il y a plusieurs améliorations qui sont un peu moins cruciales, mais bien pratiques. Dans le désordre, il est équipé d'une trappe filtre sur le pare-soleil. C'est super pratique, par exemple, pour corriger quand on a un des variables sans devoir retirer le pare-soleil. C'est vraiment du pratique. Le bokeh est plus doux et plus circulaire que sur la première génération. La bague de zoom et la bague de mise au point manuelle sont fluides, comme d'habitude, et la bague de personnalisation, elle peut être paramétrée soit pour être fluide, soit pour être en mode clic par clic, selon l'usage qu'on en a, ça peut être très utile. Le collier de protection amovible et le collier de trépied sont tous les deux livrés, ça c'est important, et à noter que ce dernier, donc le collier de trépied, est compatible avec les fixations Arca Suisse. Alors bien sûr, pour une optique massivement utilisée en extérieur, Nikon a eu la délicatesse de ne pas omettre de l'équiper des protections contre l'humidité et contre la poussière. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu incontournable sur ces gammes de produits.
Les premières livraisons sont prévues dans les jours qui viennent, très, très bientôt, au prix de 3 349 €. Je dirais que pour conclure, c'est une très belle optique qui remplit toutes les promesses, tout ce qu'on pouvait attendre. Merci Nikon. Le Nikon Nikkor Z 70-200 mm f2.8 VRS2 sera disponible dès le 19 mars et proposé au prix astronomique de 3 349 €. Pour terminer, et toujours dans le domaine de l'optique, le constructeur chinois Laowa vient d'annoncer un nouvel objectif grand angle à bascule et décentrement manuel capable de couvrir le format 24-36 mm et même le moyen format. Le nouveau 17 mm f4 0D Tilt Shift ou Shift Only offre une possibilité de décentrement de plus ou moins 12 degrés et de bascule de plus ou moins 10 degrés, ce qui permet par exemple de redresser des perspectives en photographie d'architecture. Il s'agit d'un objectif à mise au point manuel qui offre une mise au point minimale de 25 cm. Il intègre un système de rotation de la monture sur 360 degrés avec des paliers de 15 degrés. L'objectif s'appuie sur une formule optique composée de 18 lentilles réparties en 12 groupes et offre une ouverture maximale f4 avec un diaphragme à 14 lamelles. Il est décliné dans les principales montures du marché et proposé en version bascule et décentrement au prix de 1 249 $ ou juste décentrement au prix de 999 $. Bon, voilà pour le Flash Actu cette semaine. Changement de nom pour le Salon de la Photo, il était temps, on a envie de dire, presque. Ah oui, ça intervient un petit peu tard. Mais on avait taquiné Simon Edwards, Ouais, directeur c'était cool cette artistique. émission. C'était J'avais chouette. bien aimé. On avait fait une émission spéciale il y a quelques mois avec les équipes du salon. On sentait par ces rictus que quelque chose se tramait en arrière-plan. Bon, on a la réponse aujourd'hui. Ça arrive un peu tard, mais il est jamais trop tard. Il manque encore la mention smartphone. Mais bon, franchement, c'est bien. C'est bien qu'il fasse cette évolution-là. Un nouveau système de micro proposé par Lumix. Je rebondis très rapidement là-dessus du coup. Qu'est-ce que vous avez utilisé sur le tournage pour enregistrer le son ? Alors, j'ai plus le modèle exact en tête, mais j'avais des micros canons plantés sur mes appareils. Ok. Et moi, j'avoue, je fais un énorme focus d'abord sur l'image. Ouais. C'est déjà tellement difficile, je trouve, d'obtenir l'image que le son, j'essaye de l'enregistrer avec quelque chose d'assez simple. Donc, dès que j'appuie sur Rec, ça enregistre. Puis bon, après, on retravaille tout ça en post-prod et on obtient ce que vous avez pu entendre du coup, en voyant le film. Ouais, on va en reparler de la post-prod parce que on rappelle juste, tu es réalisateur, producteur, en partie, et monteur. Ouais, Donc, c'est ça. voilà, tu as toutes les casquettes. Mais sinon, pour rebondir rapidement sur ce micro-là aussi, les micros donc sans fil avec une griffe numérique, ça n'a rien de nouveau sur le marché, puisque Sony notamment était précurseur, Canon avait emboîté le pas. Par contre, chez Lumix, il y a aussi des modules qui sont, je trouve, un petit peu plus intéressants encore, parce que là, c'est vraiment pour capter un son témoin souvent, donc c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas capter le son de la scène ambiant et qui sera de bien meilleure qualité que le son qui serait capté par le micro interne de l'appareil. Ouais, Donc ça, puis c'est déjà quelque j'ai chose. vu une démo du truc, c'est assez bien foutu parce que tu peux vraiment bien choisir la directivité. Bien sûr. Si tu veux enregistrer la personne que tu es en train de filmer devant toi, si tu veux t'enregistrer toi Oui. derrière la caméra, enfin, c'est assez bluffant. Ah, c'est chouette. Mais si on veut aller plus loin, il existe des modules XLR. Bien sûr. Et ça, qui gère aussi le 32 bits flottant. Et ça, c'est quand même un petit step supérieur. On peut greffer un micro-canon en XLR. C'est quand même bien plus fiable que les sorties jack. Mais c'est chouette. C'est bien ce genre de micro. Benjamin, est-ce que tu nous ferais pas une petite revue de presse aussi ? Oui, parce que bon, on a repris les activités et notre saison 12. Entre-temps, évidemment, nos confrères sortent des magazines. Donc, Chasseur d'images propose une nouvelle formule dans son numéro 474, qui est en kiosque actuellement. Au programme, on trouve notamment un portfolio alors très graphique, coloré, accompagné d'une interview, photographe que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Marianne Dose, à découvrir. Il y a aussi un focus pratique sur l'urbex et même le rurbex. On en parlera bientôt, surtout de l'urbex. Et comme toujours, un copieux menu de tests, boîtier et objectifs. Alors on retrouve le très attendu Sony Alpha 7 V, la Nikon ZR, qui fait l'objet d'un test terrain, ainsi que les Sigma 35 mm f1.2 Art en version 2, le Sony 28-70 mm
en version 2, ainsi qu'une autre seconde version, c'est celle du Lumix G100 400 mm. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais le test de chasseur est très intéressant, notamment avec les convertisseurs. Réponse photo fait sa couve avec une photo peu connue prise par Robert Capa, une photo couleur qui date de 1942, qui figure sur la couverture donc, du numéro 388. Outre un passionnant dossier qui est consacré au mythique reporter de guerre, alors qu'une exposition lui est consacrée en ce moment au Musée de la Libération de Paris, on pourrait lire un sujet consacré au flou. On en a parlé la semaine passée. On a aussi consacré toute une émission à ce sujet assez à la mode. Il y a aussi un passionnant dossier sur DxO Photolab qui tente de nous montrer les coulisses de cet acteur majeur français dans l'univers du logiciel. Enfin, côté test, un long et dense banc d'essai là aussi du Sony Alpha 7 V, mais aussi de l'Hasselblad X2D 200C, accrochez-vous. Il y a aussi un test du Canon RF 45 mm f1.2 STM, du Sigma 135 mm f1.4 DG Art, alors celui-là, je l'ai lu avec grand intérêt, et des optiques macro Nikkor 35 mm DX et Laowa 180 mm. Et enfin, un dernier mot sur nos confrères de Polka Magazine qui sortent un numéro hors série en guise d'hommage à Sebastião Salgado, une initiative qui concorde avec l'exposition que lui consacre la mairie de Paris sous le commissariat de sa femme, Lélia Wanix Salgado. Nous y reviendrons très prochainement. Tout cela est à retrouver en kiosque. Et je rajoute aussi que vous pouvez aller faire un tour sur le site en ligne de Phototrend qui tous les ans fait l'effort d'envoyer la rédaction au Japon pour couvrir le CP+, et réalise à cette occasion de nombreuses interviews passionnantes d'ingénieurs, product planners des grandes marques qu'on l'on aime évidemment sur place, et surtout des visites d'usines. Donc Damien, le rédacteur en chef, est en train de délivrer progressivement tous ces contenus qu'il a ramenés du Japon cette année. Donc c'est à retrouver sur Phototrend. Et nous l'avions dit lors du teaser, ils sont désormais partenaires médias officiels de l'événement, donc ça mérite d'être salué, il n'y en a pas beaucoup. Cocorico.